Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette conférence de Benoît Apparu. Au nom des Rendez-vous du Changement, je voulais tout d'abord remercier Benoît Apparu qui nous fait aujourd'hui l'honneur et le plaisir de sa visite. Vous jouez aujourd'hui à domicile, monsieur, puisque vous êtes né à Toulouse, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc tout devrait bien se passer pour vous ce soir, on l'espère. Je voudrais également remercier l'animation de TBS, sans qui cette conférence n'aurait pas été possible. Et je vous présente Hugo qui va animer l'édito avec moi ce soir. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Vas-y. Voilà. Donc on espère que vous avez tous été sages pendant le week-end d'intégration et que tout s'est bien passé au Cap d'Agde. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour notre première conférence. Alors ça, on ne doute pas que vous avez été sages. On espère qu'il vous restera quelques neurones pour nous suivre ce soir. Mais ça, on n'en doute pas. Vous avez l'habitude. Bon, trêve de plaisanterie, Sébastien. Allons-y donc pour l'édito. Donc, comme le veut la tradition à TBS, on s'est chargé de préparer un petit édito pour vous présenter, monsieur Apparu. Et même si on se doute qu'en cette période primaire des Républicains, on va beaucoup parler du candidat dont vous êtes porte-parole, monsieur Alain Juppé. Oui, encore un candidat républicain, après Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet. On pourrait presque nous taxer de manquer de pluralisme politique au Rendez-vous du Changement, mais ce n'est pas le cas. Ne vous en faites pas, on est en train de démarcher des personnalités politiques de gauche, donc il y en aura pour tous les goûts, si je puis dire. Enfin, on l'espère, du moins, si ces personnalités politiques ne font pas ce qu'on appelle à TBS une Arnaud Montebourg. Si vous n'êtes pas au courant, monsieur Apparu, faire une Arnaud Montebourg, ça veut dire annuler 2 conférences la même année. J'avais traduit. Oui. Bien Alors voilà, ce soir, on va définitivement clore le débat Arnaud Montebourg. On n'en parlera plus à TBS, c'est promis. Poursuivons. Donc, restons sérieux, allons-y pour l'édito. Donc, monsieur Apparu, vous êtes maire de Châlons-en-Champagne, député de la 4e circonscription de la Marne, et donc le porte-parole de monsieur Alain Juppé. Vous avez été par le passé, entre autres, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme, mais surtout ministre du logement sous la présidence d'un certain Nicolas Sarkozy. Alors oui, un programme bien chargé, monsieur, pour vous aujourd'hui. Vous cumulez les fonctions, mais vous êtes plein d'énergie, vraiment, car vous êtes jeune, vous faites partie des genoux de la politique. Vous faites partie des 20% de députés qui ont en dessous de 50 ans à l'Assemblée nationale, un chiffre qui est quand même intéressant à rappeler ce soir. Vous fêterez prochainement votre 47e printemps, si je ne me trompe. Là où peut-être que vous me voyez venir. Non, c'est quasiment le nombre d'années de carrière politique d'Alain Juppé. Si c'est pas beau tout ça. Comme l'a dit Sébastien, la jeunesse vous confère une énergie, mais ne vous empêche pas de faire preuve d'une certaine fermeté, notamment en rapport avec des questions régaliennes. En voilà un petit extrait. On a poussé le renseignement à se focaliser sur les mouvements d'extrême gauche pour éviter la casse pendant les manifestations, de Nuit debout d'un côté ou de l'autre de la CGT. Est-ce qu'il fallait mettre tous nos moyens, ou en tout cas beaucoup de moyens, pas tous bien évidemment, beaucoup de moyens de renseignement, beaucoup de moyens de surveillance à ces occasions-là? Donc je ne le crois pas. Il fallait faire quoi? Il fallait interdire Nuit debout. Ça veut dire qu'il fallait en disant à un moment, c'est plus la priorité. Il fallait dire qu'à partir du moment où on est en état de guerre, entre guillemets, à partir du moment où nous avons... Pourquoi entre guillemets? Je dis entre guillemets parce que le mot me gêne toujours, même si oui, nous sommes en guerre. Parce que la guerre, dans l'esprit collectif que nous avons les uns et les autres, c'est une armée contre une autre armée. C'est une nouvelle guerre, une nouvelle forme de guerre, mais oui, nous sommes en guerre. Nous sommes aujourd'hui en état d'urgence. Est-ce qu'en état d'urgence, avec un risque maximal sur le plan terroriste, que nous rappelle tous les jours, à juste titre, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, est-ce que pendant ces périodes-là, on doit accepter, tous les soirs, Nuit debout, est-ce qu'on doit accepter que chaque manifestation se finisse par 300, 400, 500 casseurs qui détruisent tout sur leur passage? Réponse, non. Il faut en tirer les conséquences. Si effectivement nous sommes en guerre, si effectivement on est en état d'urgence, nous ne pouvons pas accepter ce type de comportement-là. Et donc oui, il fallait les interdire. Sur ce coup-là, votre autoritarisme nous a vraiment surpris. On aurait presque cru entendre Jean-François Copé ou Nicolas Sarkozy. Alors oui, on est d'accord que l'exercice n'était pas très sympa. On a pris un extrait télévisé où souvent il est difficile d'exprimer pleinement ses positions. On espère que vous aurez l'occasion d'y revenir durant cette conférence. Voilà, je doute que la comparaison avec Jean-François Copé et avec Nicolas Sarkozy vous fasse plaisir. On aura également l'occasion d'y revenir peut-être. Je te propose actuellement qu'on calme un petit peu le jeu, qu'on remette une bonne ambiance dans cette conférence, puisqu'on a peut-être face à nous le
futur Premier ministre, qui sait? C'est vrai, tu as raison Sébastien. Donc on va essayer d'édulcorer un peu nos propos. Donc monsieur le futur Premier ministre, vous militez pour une droite ouverte, moderne et généreuse. Vous prenez souvent des positions un peu en rupture avec la majorité de votre parti. Vous avez par exemple milité en faveur du mariage pour tous, mais aussi contre la réforme visant à instaurer la déchéance de la nationalité. Vous prenez des positions très fortes aussi en ce qui concerne le domaine du logement, qui est par ailleurs un de vos domaines de prédilection. Mais ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. Ça va Sébastien, j'ai été plus gentil avec monsieur le futur Premier ministre? Oui, tu l'as décrit comme ouvert, moderne, en rupture avec son parti, on aurait presque dit un certain Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas encore si la comparaison vous fait plaisir. Bon, j'ai vu monsieur Apparu sourire, je pense que c'est bon signe. Vous voyez, c'est bon signe, c'est bon signe. Alors je te propose qu'on continue comme ça à lui faire plaisir, à le faire sourire, parce que c'est le but de cette conférence. Peut-être qu'il pourra susurrer aux oreilles de monsieur Juppé qu'il faut absolument qu'il vienne à TBS, parce que les étudiants sont très sympas, ils font des éditos vraiment très élogieux. En plus, les étudiants, vous n'arrêtez pas de nous demander depuis quelques mois la venue d'Alain Juppé. Alors on s'est longtemps demandé pourquoi, pour des raisons politiques peut-être, jusqu'à qu'on voit ces images qu'on voulait vous montrer ce soir. Ouais, Patrick. Écoutez, Patrick, je suis en direct sur le temps que France Télévisions recale les images. Écoutez, oui, regardez notre buveur de cervoise nationale, c'est Nelson Montfort en commentaire, écoutez. Regardez ce triple axel magnifique et ce lancer de cochonnet. Nos amateurs de beauf, de pastis pétanque apprécieront. Écoutez, alors que son adversaire s'apprête à se concentrer, he's ready to shoot. Regardez le geste auguste qui se prépare. Et non, c'est raté, it's a big fail. Regardez, il s'apprête à servir comme Nadal. Ah non, attendez, d'abord il boit quelque chose, il prend un jus que certains jugeront peut-être douteux. Écoutez, he's taking a PO, mais Patrick... regardez Patrick, il fait le malin, c'est jamais très bon ça au beer pong. He's ready to shoot, et c'est incroyable, Patrick, écoutez, il a plongé la balle dans le verre, comme Manodou dans le bassin, comme Renaud dans l'alcool. Écoutez, c'est fantastique, merci à vous les studios. Merci Nelson de nous avoir fait partager ce grand moment de sport. Donc, très belle performance de votre candidat, monsieur Juppé, en tout cas. On espère qu'il viendra de ce pas au foyer de TBS nous montrer ses grands talents. On va lui interdire de refaire ça. Et peut-être même qu'il sait boire son jus d'une certaine manière. Alors ça, je ne sais pas Hugo, mais tout ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas être pire que toi à ce jeu-là. En témoignent tes performances récentes. Alors voilà, petit message politique ce soir pour tous ceux qui aiment prendre leur temps au quotidien comme Hugo. Vous pouvez tous rejoindre le hashtag Tu prends ton temps comme Ayoub, un mouvement en devenir, vraiment. Bon Sébastien, ça devient un peu gênant, assez parlé de moi, et revenons à ce qui déchaîne les foules, c'est-à-dire la primaire des Républicains, qui se tiendra respectivement le 20 et 27 novembre prochain, en espérant qu'il y ait un deuxième tour pour votre candidat. Et donc, cependant, la stratégie que... Pourquoi pas, on ne sait jamais. La stratégie que vous suivez depuis maintenant de nombreux mois avec Alain Juppé semble porter ses fruits, puisqu'aujourd'hui, vous êtes toujours en tête des sondages. Oui, vous avez mis en place une campagne sérieuse, posée, crédible, selon vos mots, comme pour mieux endiguer la stratégie actuelle de Nicolas Sarkozy, qui lui semble être un petit peu dans l'excès inverse. En témoignent ses dernières sorties sur les racines gauloises de la France, ou encore ses propos polémiques sur la question climatique. Mais nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Oui, il y a plein de choses dont on voudrait discuter avec vous, monsieur Apparu. Et on n'aimerait vraiment pas que la conférence se résume à un simple plan scolaire, grand 1, mes chemins pour l'école, grand 2 pour un État fort, et grand 3 de vous à moi. Je pense que vous avez saisi la référence. Ah. Il y en avait 4. Mais les plans scolaires se limitent en 3 parties, donc... Un point pour vous. Merci. Alors oui, je pense qu'on n'a que trop tardé. Merci Benoît Apparu de nous avoir écoutés. On a été un petit peu difficile avec vous. On vous prie à nouveau d'appeler très chaleureusement notre invité du soir. On va passer aux questions-réponses.
Alors merci, première question, une petite réaction par rapport à cet édito. Éviter le beer pong en politique, mais on ne peut pas toujours tout éviter. Ce qui est très marrant dans ce truc-là, c'est que le beer pong a fait beaucoup de médias, plutôt en critique, à juste titre, pour Juppé, parce que c'est pas l'image qu'on a du bonhomme. Mais de temps en temps, on gère pas tout. Là, on est dans une soirée, réunion publique, on va dire, spécifique pour les jeunes. Et il y a un jeune à la fin qui l'attrape, en disant venez avec moi faire un beer pong. Il refuse pas, il y a 3 caméras et on est mort. Donc on a de temps en temps la nécessité effectivement de contrôler ce type d'image-là. On n'y arrive pas toujours. Mais pour nous, ce genre de choses-là, c'est sympathique à faire. Sur le moment, c'est plutôt marrant. Mais la traduction médiatique qu'il y a derrière est souvent dramatique. Parce qu'on est en décalage parfait par rapport à l'image que les gens ont dupée. Et les gens peuvent se dire, ça c'est un coup de marketing monté pour effectivement apparaître Jones, alors qu'il a pas tout à fait 47 ans, faut pas exagérer, de vie politique derrière lui. Et donc on a des éléments de rupture de communication par rapport à ça qui sont pas très faciles à gérer et qui sont en général assez négatifs. Merci. Merci beaucoup. Vous n'avez pas d'autres commentaires à faire par rapport à l'édito en général ou vous voulez qu'on passe Non, allez-y. aux questions? Allez. Donc on va commencer par vous, monsieur Apparu. Donc on a vu que les thématiques qui vous tenaient à cœur particulièrement étaient l'éducation et le logement. Vous avez réagi très récemment par rapport à la loi Fioraso. Est-ce que déjà vous pouvez rappeler pour tout le monde ce qu'est la loi Fioraso et si selon vous elle va assez loin, quelles sont les bonnes choses à retenir, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer? Alors, il y a récemment 2 grandes lois sur l'enseignement supérieur. La loi LRU, dite loi Pécresse, et la loi ESR, dite loi Fioraso. La première, la loi Pécresse, est une vraie rupture. Parce qu'elle crée des universités avec une réalité en termes d'autonomie. Aujourd'hui, vous êtes vous dans une grande école. Une grande école, ça fonctionne avec un PDG, un président, un directeur général, peu importe la fonction et le titre, mais qui a l'entièreté des pouvoirs. Cette grande école peut recruter comme elle le souhaite tel prof ou tel prof, et peut à peu près le payer comme elle le souhaite. La grande école en question est souvent propriétaire de ses bâtiments et peut les gérer comme elle le souhaite. L'enseignement supérieur français, avant la loi Pécresse, sur sa partie universitaire, c'est en gros le ministère qui décide de tout. C'est le ministère qui autorise ou pas telle université à créer un poste. Telle université a créé, y compris un poste de non-professeur, un poste d'ouvrier, un poste de ce que vous voulez. C'est le ministère qui doit tout créer, tout gérer. Et donc la décision qui est prise en 2007, c'est de dire en gros, il faut que les universités puissent maîtriser leur budget, maîtriser leur immobilier et décider à peu près de leur avenir. La loi ESR, donc Fioraso, touche pas trop à cette partie-là. Un petit peu à la marge, mais touche pas trop à cette partie-là. Elle essaie de faire autre chose, très important sur l'enseignement supérieur français, qui est de se dire que la distinction française entre les grandes écoles d'un côté, les universités de l'autre, les filières courtes en 3e lieu, que ce soit des BTS, des IUT ou celles du lycée qui ne sont pas des courtes, mais qui préparent aux grandes écoles, les classes prépa, cet éclatement de l'enseignement supérieur français n'est pas une bonne chose. Donc la loi se dit, en gros, on va créer ce qu'on appelle des COMUE, des espèces de rassemblements d'établissements d'enseignement supérieur, soit pour préparer leur fusion, exemple les universités de Nancy, de Strasbourg, de Bordeaux ou d'Aix, soit pour rapprocher des grandes écoles et des universités. C'est plutôt la loi Fioraso comme la loi Pécresse, 2 pas dans la bonne direction. Maintenant, je pense que sur la loi Fioraso, on aurait pu aller plus loin, et notamment remettre un coup sur l'autonomie, parce qu'on n'est pas allé assez loin là aussi en 2007, et que l'institution des COMUE que j'évoquais tout à l'heure, qui regroupe l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, a peut-être une limite dans l'exercice pour les grands établissements français. On a un problème en France dans la construction de nos établissements d'enseignement supérieur. Je vais dire un truc horrible que vous n'allez pas tweeter, mais en gros, on a un truc très masculin. On confond la taille et la puissance. Ça n'a rien à voir. Les grands établissements d'enseignement supérieur au monde, toutes les grandes universités que vous connaissez, Stanford, Berkeley,
Harvard, tout ce que vous voulez, c'est moins de 30 000 étudiants. Le MIT, célébrissime, c'est 5 000 étudiants. Les ComUE dont je parle, c'est 130 000, 140, 150 000 étudiants. On confond le nombre d'étudiants et la puissance d'une université. Et donc, on a besoin en France de créer 10 champions du monde, 7 champions du monde, qui vont participer à la compétition mondiale de l'enseignement supérieur, qui est d'une férocité qui n'a nul autre égal. Si on veut participer à ces outils-là, à cette compétition-là, il nous faut créer 7-8 établissements de rang mondial avec une autonomie complète, avec une autonomie de recrutement des profs et des étudiants totale et beaucoup de pognon. Juste pour avoir des chiffres en tête, hein, la contribution annuelle des anciens de Stanford à Stanford, c'est 700 millions d'euros par an. C'est plus gros que le budget de la plus grosse université française. On ne joue pas dans la même cour. Le budget total de Stanford est supérieur à l'ensemble du budget des universités françaises. On ne joue vraiment pas dans la même cour. Et donc, si on veut effectivement fabriquer de la connaissance pour demain, fabriquer de la recherche, de l'innovation pour demain, avoir des équivalents à la Silicon Valley, il va falloir qu'on accepte de rentrer dans la cour des grands et qu'on accepte, sur le plan de l'enseignement supérieur, d'avoir une vraie rupture avec l'égalitarisme à la française qui voudrait que les 70 universités françaises soient à peu près les mêmes, avec le même type de budget, le même type d'étudiants et qui participent de la même façon à la compétition internationale. Ce n'est pas fiable. Merci pour cette réponse très précise. On espère qu'on pourra mettre en place un Stanford à Toulouse, pourquoi pas. On va passer maintenant à votre deuxième sujet d'expertise, le logement. La crise du logement touche aujourd'hui 10 millions de personnes en France, aggravant, comme on le sait, les effets de la crise économique. Vous êtes un expert du sujet. Vous ne croyez plus aujourd'hui à une solution unique sur l'ensemble du territoire. Vous avez déclaré dans Les Échos le 23 juin 2016... Il y a une épidémie de grippe, là, ou c'est un gimmick C'est malheureusement le retour du week-end d'intégration. Le fameux virus, voilà. Vous avez déclaré du coup dans Les Échos le 23 juin 2016 que la politique de logement ne peut pas s'appliquer de la même manière sur des territoires où il manque des logements et sur des territoires où il y en a trop. Vous dites qu'il faut imaginer des outils financiers et fiscaux adaptés. À quoi pensez-vous pour résoudre cette crise en France ? Alors, 2-3 chiffres qui vous permettent de comprendre en 3 secondes la diversité des problèmes que nous avons. À Paris, pour avoir un logement social, vous devez attendre 8 ans. Dans la ville où je suis maire, vous devez attendre 3 mois. Pourquoi cette différence ? Tout simplement parce que vous avez, dans une grande partie du territoire français, une décroissance démographique. Dans la ville où j'exerce les fonctions de maire, nous avons perdu en 20 ans 6 000 habitants. À Toulouse, à Bordeaux, dans tout l'ouest français, Nantes, Brest, Rennes, vous avez à l'inverse une progression démographique. Mécaniquement, chez moi, si j'ai moins d'habitants, j'ai trop de logements. Et à l'inverse, chez vous, plus d'habitants, besoin de plus de logements. C'est basique, mais ça fait 30 ans qu'on ne l'a toujours pas compris dans les milieux du logement. Il y a en gros besoin de construire des logements pour répondre à un besoin de population dans des coins, notamment tout l'ouest français, le bassin méditerranéen et l'Île-de-France. Dans tout le reste, vous êtes dans ce qu'on appelle les zones détendues, où les bailleurs sociaux, donc ceux qui font les HLM, chez moi, mettent les logements sur seloger.com pour trouver un preneur. Dans la ville où j'exerce, comme je disais tout à l'heure, les fonctions de maire, Châlons-en-Champagne, j'ai 10% des logements qui sont vides. Donc j'ai aucun problème de logement chez moi. J'ai même un problème inversé d'un trop-plein de logements. Et quand vous avez trop de logements, la conséquence c'est quoi ? Bonne vieille règle du capitalisme mondial. Si j'ai une offre qui est surabondante, j'ai évidemment des prix qui chutent. Si j'ai pas offre-demande équilibrée, j'ai des prix qui chutent. À l'inverse, en Île-de-France ou en PACA, vous avez une offre de logement qui est inférieure à la demande de logement, donc les prix, ils explosent. La conséquence, c'est quoi ? On l'évoquait tout à l'heure dans une autre réunion. La conséquence en termes de prix, par exemple, le prix au mètre carré en locatif à Paris, c'est en moyenne 25 € du mètre carré. Chez moi, c'est 8 € du mètre carré. Le prix à l'achat à Paris d'un mètre carré, c'est grosso modo autour de 10 000 €. Chez moi, c'est 1 200 €. Autrement dit, tant qu'on appliquera à Paris, à Toulouse ou à Châlons-en-Champagne la même politique publique du logement, puisqu'au niveau national, on fait la même règle pour tout le monde, on est sûr
d'avoir des règles qui ne seront pas applicables sur l'ensemble du territoire ou qui seront même contradictoires avec les besoins du territoire. Donc il faut accepter l'idée que les règles qui s'appliquent à Châlons et les règles qui s'appliquent à Paris ou à Toulouse ne peuvent pas être les mêmes, sinon on va continuer à générer des problèmes de logement. Deuxième élément très important, on a un truc génialissime sur la production de logements. La région où on produit le moins de logements en France pour 1000 habitants, c'est l'Île-de-France. Là où il faudra en faire le plus, c'est là où on en fait le moins. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça coûte beaucoup plus cher à faire à Paris et en Île-de-France qu'en faire chez moi. Résultat, on fait beaucoup de production chez moi, peu en Île-de-France. L'exact inverse de ce qu'il faut faire, qui accentue tous les problèmes. Le sujet du logement, il est finalement très simple. Produire les logements là où on en a besoin. C'est basique à dire, mais c'est pas ce qu'on fait. Je me permets du coup de vous poser la question, pourquoi quand vous étiez ministre du logement, vous n'avez pas mis justement ces mesures en place qui permettraient de régler ce problème? Alors j'attendais la question, et donc j'avais la réponse. Si j'ai un gramme de fierté des 3 ans que j'ai passé au ministère du Logement, c'est d'avoir fait rentrer dans le vocabulaire de tous les politiques, de tous les journalistes, de tous les spécialistes des questions de logement, 2 mots, zone tendue, zone détendue. C'est quelque chose qui est maintenant rentré dans les mœurs. Et il n'y a plus un discours du logement où on ne parle pas de tendu, détendu. Au moins, on a fait comprendre à l'ensemble des décideurs en matière de logement que ce problème-là était le nœud central des questions de logement. On a évidemment commencé à le faire. Simplement, ça ne peut pas se faire en 2 minutes. Pourquoi ? Quand vous construisez sur une région, quelle qu'elle soit, la région Champagne-Ardenne par exemple, quand vous construisez 20 000 logements par an, je dis n'importe quoi comme chiffre, vous avez des outils de production pour construire 20 000 logements par an, notamment les entreprises du BTP pour construire 20 000 logements par an. Si du jour au lendemain, vous leur dites à ces boîtes, c'est plus 20 000, c'est 3 000, vous détruisez tout un appareil de production et vous mettez évidemment un paquet de gens au chômage. Donc vous ne pouvez pas, en période de crise, tourner le volant trop vite, parce que si vous tournez le volant trop vite, vous détruisez évidemment toute une série d'emplois. Et donc il faut alimenter pour partie la machine à produire des logements en donnant des logements à construire. Et il faut une bonne dizaine d'années pour que cet outil de production, vous le transformiez et que les boîtes que j'évoquais qui faisaient 20 000 logements neufs se transforment en boîtes qui vont réhabiliter 50 000 logements. Mais le volant, si vous le tournez en 10 minutes, d'une année sur l'autre, ça ne marche pas. Deuxième élément, jusqu'à preuve du contraire, même si on pourrait en débattre, nous ne sommes pas complètement dans une économie communiste. Beaucoup, mais pas complètement. Et donc, heureusement, ce n'est pas l'État qui décide où sont fabriqués les 500 000 logements à l'unité près. C'est le milieu dans lequel vous vivez qui le décide. Or, je répète, on est dans une situation totalement contradictoire. C'est-à-dire que chez moi, à Châlons-en-Champagne, c'est très facile de construire un logement. Le terrain ne coûte pas cher, les coûts de production ne sont pas élevés. Donc quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, chez moi, il n'a aucun problème pour se faire construire le pavillon neuf de ses rêves, avec 8 000 m² autour, et le chien qui va avec. Ça ne pose aucun problème chez moi. À Paris, c'est pas possible. Du coup, chez moi, tout pousse à produire des logements neufs. Ici ou à Paris, tout pousse les gens à aller plutôt dans le locatif et pas à produire. Et donc, vous ne pouvez pas interdire aux Français de remplir leurs rêves quand ils peuvent le remplir facilement chez moi. À Paris, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et donc, on a un système qui est, de ce point de vue-là, totalement contradictoire avec les besoins réels du pays. Et ça, c'est la même chose. Vous ne tournez pas le volant en 2 minutes. Toute cette démonstration pour vous dire quoi ? N'écoutez pas ceux qui vous disent « il n'y a qu'à Faucon ». Dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Et dans la vraie vie, une politique publique, pour qu'elle soit efficace, c'est 5 ans ou 10 ans. C'est pas 3 jours. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Donc, on va passer maintenant au nerf de la guerre et donc à monsieur Alain Juppé, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment dans le cadre donc, des primaires des Républicains. Donc, tout d'abord, on l'a précisé, vous êtes son porte-parole, mais en toute franchise, en toute honnêteté, comme le veut la tradition chez les RDVC,
Êtes-vous en total accord avec tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait, toutes ces mesures? Alors, premier élément, c'est pas la primaire des Républicains. C'est la primaire de la droite et du centre. C'est vrai. C'est un élément pas complètement insignifiant, parce que la primaire des Républicains signifierait que, grosso modo, ce sont seuls les Républicains qui peuvent voter. Or, vous aurez tous le droit de vote. C'est une primaire dite ouverte. Ce n'est pas une primaire fermée aux seuls adhérents d'un parti politique. Tous ceux qui veulent voter peuvent aller voter. Donc c'est pas la primaire des Républicains. Premier élément. Deuxième élément, est-ce que je suis d'accord à 100% avec Juppé? Réponse, évidemment non. On a des points de divergence. Je donne un exemple très concret. Dans les arbitrages politiques que nous avons rendus dans le cadre de la préparation du programme, Alain Juppé était favorable à la suppression de l'ISF. Je suis plus nuancé pour ça. Je pense qu'il y a une autre technique pour aboutir au même résultat qui me paraîtrait plus efficace. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, l'ISF-PME. Ça vous parle ou pas? Bon. L'ISF-PME, c'est quoi? C'est une niche fiscale. En gros, quelqu'un qui doit payer l'ISF, il a le droit, pour un petit montant de l'ISF, grosso modo 10% de son ISF, d'investir dans une PME innovante, une start-up, et de déduire son investissement de son ISF. Donc au lieu de payer X centaines de milliers d'euros d'ISF, il enlève 10%, cet argent-là, il l'investit dans une PME. Je me suis dit qu'on pouvait aboutir au même résultat que la suppression de l'ISF, en supprimant de fait cet impôt-là, en élargissant cet ISF-PME à 100% de l'ISF. Pourquoi? Je me dis, voilà, l'ISF c'est 5 milliards d'euros. On peut effectivement donner le sentiment de faire un cadeau fiscal aux riches pour 5 milliards. C'est le sentiment que ça va donner. C'est indispensable de le faire pour des questions économiques. Mais il m'avait semblé peut-être plus pertinent de dire, on peut autoriser la déduction jusqu'à hauteur de 100% de son ISF, à condition que l'investissement se fasse, de mon point de vue, dans deux directions, les PME innovantes et l'université. Ça me paraissait intéressant. Là, voilà un exemple de point de divergence qu'on peut avoir. Mais globalement, à 95%, on est d'accord sur tout. On va avoir des points de désaccord. Et le principe d'un point de désaccord, c'est qu'on en discute. Chacun exprime son point de vue. Ensuite, il y a un arbitre, Alain Juppé en l'occurrence, qui tranche. Une fois qu'il a tranché, on suit. Très bien, merci beaucoup. Merci pour votre franchise. On va poursuivre avec la même franchise, si vous voulez bien. Comme le veut encore la tradition à TBS, donc une école de commerce, on passe souvent des entretiens d'embauche. On nous pose la question, donnez-nous 3 qualités, 3 défauts. Alors je vous pose la question, pas pour vous, mais pour votre candidat, Alain Juppé. J'ai toujours trouvé cette question absolument stupide dans les entretiens d'embauche. Nous aussi, nous aussi. Bon. Et... Pourquoi? Parce qu'en règle générale, on se démerde tous pour que les défauts soient des compliments assez facilement retournables. Donc c'est vraiment un truc, ridicule. Je vais quand même vous répondre. Les 3 défauts d'Alain Juppé, parce que c'est quand même ça qui est le plus intéressant. Je dirais quand même les qualités. Il est un peu impulsif. Donc il peut bâcher assez rapidement, y compris des journalistes. Ça lui est arrivé il n'y a pas très longtemps à Strasbourg, d'envoyer bouler des journalistes. Quand c'est sous caméra, c'est pas génial. Premier élément. 2, il a un énorme défaut. En général, il vous coupe à la moitié de votre raisonnement. Parce qu'il est assez impatient. Et comme il a à peu près compris où vous vouliez aller avant vous, il vous coupe, ce qui n'est pas très agréable. 3e élément, 3e défaut. Je vais chercher, je vais le trouver. Les qualités maintenant, c'est quelqu'un, contrairement à ce qu'on peut dire ou entendre, qui est très à l'écoute. C'est quelqu'un qu'on peut faire changer de point de vue à partir du moment où on a un argumentaire qui se développe vraiment. Donc c'est quelqu'un qui peut être véritablement en écoute. 2, sa qualité principale, comme ça j'aurais fait 2 défauts, 2 qualités, sa qualité principale pour moi, c'est que véritablement c'est ce que j'appelle un homme d'État. Quelle est la différence entre un homme d'État et un homme politique? Un homme politique, son métier principal, c'est de gagner l'élection. Son métier, c'est de faire de l'électoral. Un homme d'État, son métier, c'est de gouverner. Pourquoi je fais cette différence-là? Parce que ça fait 30 ans que nous avons des candidats à l'élection présidentielle qui se disent grosso modo la chose suivante. Ce qui m'intéresse, c'est de gagner l'élection.
donc je raconte à peu près tout et n'importe quoi pour gagner, et ensuite je ferai autre chose. Ça marche plus. Les Français ne l'acceptent plus, et ça produit des catastrophes. Exemple, ce qu'on vient de vivre avec François Hollande, mais je pourrais trouver le même exemple à droite. Hollande nous a dit, quand il est arrivé pendant sa campagne électorale, mon ennemi c'est la finance, et je vais faire une taxe à 75%. Une fois qu'il est élu, il fait à peu près l'inverse. Il n'a pas la légitimité pour ça, parce qu'il n'a pas été élu pour ça. Résultat, quand il fait la loi El Khomri, il est sûr de se planter. On a fait des mêmes erreurs, par exemple, en 95. En 95, Jacques Chirac fait campagne électorale sur la fracture sociale. 2 mois après, Juppé dit « Maintenant, c'est la rigueur ». Ben, évidemment, un mois après, 1 million de personnes dans la rue, et les réformes sont plantées. Si vous n'avez pas de cohérence entre votre campagne électorale et votre mode de gouvernance, vous êtes sûr de vous planter. Or, en général, les candidats à une élection, notamment présidentielle, se disent « Je vais raconter à une salle, à un public, ce qu'il a envie d'entendre ». C'est ce que font souvent les hommes politiques. Les hommes d'État, ils font autre chose. Ils disent, en gros, moi, mon regard, je le mets à 5, 10 ou 15 ans, et je n'attends pas d'une salle uniquement qu'elle me dise oui. Je vous prends un exemple très concret. François Mitterrand, en 81, 15 jours avant l'élection présidentielle, à une question de Jean-Pierre Elkabbach, il répond « Oui, je supprimerai la peine de mort ». 70% des Français sont à l'époque pour la peine de mort. Il prend un risque électoral majeur. Mais ça, c'est une action d'homme d'État. Un homme politique, il aurait mécaniquement répondu « Bien sûr que non, je ne vais pas le faire », parce qu'il aurait épousé la thèse de l'électorat. Un homme d'État, il est là pour guider un peuple, pas pour le suivre. Ça, pour moi, c'est la qualité principale d'Alain Juppé. Merci pour votre franchise. Merci beaucoup. On va revenir donc à votre candidat, M. Alain Juppé, et même à vous, peut-être que si vous voulez partager votre point de vue précis. Donc on a un peu écouté les discours, on s'est renseigné donc sur les positions de M. Alain Juppé. Par exemple, avec l'extrait qu'on a passé pendant l'édito, on peut résumer sans trop caricaturer qu'en somme, vous proposez, vous et votre candidat, de l'autorité au niveau des fonctions régaliennes et de la liberté au niveau économique, comme avec par exemple la proposition de suppression de l'ISF. Donc qu'est-ce que vous en pensez et surtout comment arrivez-vous à concilier ces deux mesures ? Vous avez fait un parfait résumé des choses. En gros, l'État, à force de vouloir tout faire, il fait tout assez mal. Il remplit mal ces fonctions sur lesquelles on a une attente très forte des Français et sur lesquelles on a un besoin très fort. Les questions aujourd'hui d'autorité de l'État, de sécurité, de gestion de l'immigration, les problématiques que nous avons en matière de défense internationale et de projection sur théâtre extérieur sont des problématiques sur lesquelles les Français sous-investissent, sur lesquelles le pays sous-investit. Vous le savez comme moi, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le parc d'hélicoptères français, 50% des machines françaises ne sont pas en état de voler, parce qu'elles ne sont pas entretenues. Aujourd'hui, dans le tribunal de grande instance de la ville de Châlons-en-Champagne, le procureur va quémander auprès du tribunal de commerce, qui est une organisation privée, enfin quasi privée, des ramettes de papier, parce qu'il n'en a pas assez pour les photocopies du service public français de la justice. Donc nous avons sous-investi dans les fonctions régaliennes de l'État, que sont la justice, la sécurité, les affaires étrangères et la défense. À l'inverse, l'État se mêle de tout et de rien en matière économique. Un exemple, quand aujourd'hui j'entends, aujourd'hui même, hier peut-être, le président de la République et le Premier ministre annoncer que l'État va acheter en direct 16 rames de TGV pour filer du boulot à Alstom, c'est sur le plan économique une hérésie totale. Totale. C'est la première fois de l'histoire de France que l'État va être propriétaire de 16 rames de TGV. Heureusement qu'Alstom, à Belfort, ne produit pas des cabines téléphoniques. Sinon, on aurait fait un truc surréaliste. Bon. Et donc là, c'est vraiment l'État qui veut se mêler de tout, uniquement par pression électorale, et droite-gauche confondue, on a fait les mêmes bêtises en la matière.
Et donc, il faut remettre l'État avec de la puissance, de l'autorité pour ce qui est de son métier, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. Et de l'autre côté, il faut lâcher la grappe aux entreprises. C'est dit de façon ultra caricaturale, et ça ne peut pas être aussi caricatural que ça, bien évidemment. Et donc, si on rentre dans toute une série de détails, il est légitime que l'État assure, dans le champ économique et social, et notamment dans le champ social, la protection du faible par rapport au fort. Donc, il faut trouver évidemment un équilibre dans tout ça. Mais la situation française est de ce point de vue-là totalement absurde. Très bien, merci beaucoup. Si vous le permettez, on va se projeter un peu plus loin. Donc, au lendemain de votre investiture et de votre nomination en tant que Premier ministre. Et donc, à l'image de M. Jean-Luc Mélenchon sur le plateau d'On n'est pas couché, on va peut-être pas vous demander 10 mesures, mais quelques mesures que vous prendriez, les mesures phares que vous voudriez prendre à la lendemain de votre nomination en tant que Premier ministre. Alors, je ne sais pas si je serai Premier ministre, mais vous devriez devenir journaliste parce que vous posez les mêmes questions qu'eux. Et pardonnez-moi de vous dire, je suis pas sûr que ce soit un compliment. Je suis pas sûr que ce soit un compliment parce que si, avec 3 mesures, on changeait tout, ça se saurait. C'est vrai. Là encore, pardonnez-moi de vous dire que la vraie vie, c'est pas ça. Et donc, le listing des 5 mesures emblématiques, symboliques, pour montrer que, voilà, etc., voilà, ça marche pas. Une politique publique, c'est comme une politique dans une boîte, c'est une cohérence d'ensemble. Si vous faites tout et son contraire, ça marche pas. Et si vous prenez 2 décisions, ça marche pas non plus. Donc en gros, il faut une cohérence globale, il faut lancer en même temps 5-6 chantiers si on veut produire du résultat. Et donc, on a toute une série de chantiers à lancer. Je vais vous les citer en vrac, et on pourra revenir sur le détail des mesures si vous le souhaitez, pour essayer de créer une cohérence globale. Si je reste sur le champ économique et social qu'on a évoqué à l'instant, il y a pour nous une dizaine de dossiers qu'il faut travailler en parallèle. Il y a le dossier du coût du travail. Il y a le dossier des retraites. Il y a le dossier du code du travail et du temps de travail qui sont 2 éléments différents. Il y a le dossier du niveau de dépenses publiques. Il y a la question du niveau global de fiscalité en France. Il y a 5-6 grandes questions comme ça qu'il faudra essayer de traiter de façon cohérente à peu près au même moment. En évitant les incohérences totales. Je vous donne un exemple. On a beaucoup de candidats à droite qui nous font le coup traditionnel en matière de dépenses publiques. C'est-à-dire, je baisse les impôts, parce que j'ai baissé les impôts, j'ai de la relance économique, donc j'ai de la croissance. Parce que j'ai de la croissance, j'ai des rentrées fiscales supplémentaires, donc je règle mon problème de déficit. Ça fait 30 ans qu'on dit ça. 30 ans qu'on se plante. Et donc, par exemple, en termes de cohérence, si vous voulez baisser les impôts, ce qui est plutôt, de notre point de vue, une bonne chose, il faut que vous mettiez à du concurrence la réduction des dépenses qui va avec. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, vous créez du déficit, vous créez donc de l'endettement, vous générez évidemment des intérêts, donc de l'appauvrissement de la France. Et donc, la cohérence à minima veut que si vous vous engagez à prendre 40 milliards de baisse d'impôts, vous devez à minima mettre 70 milliards pour la réduction des déficits qui existent, plus 40 pour les baisses d'impôts que vous avez faites. Sinon, vous racontez des balivernes aux Français. Donc ces cohérences-là sont indispensables. Vous devez faire des choix très opérationnels. Je vous prends un deuxième exemple. Baisse des charges. C'est des débats assez compliqués. Nous préconisons, grosso modo, de prendre le CICE qui existe, une vingtaine de milliards, crédit d'impôt compétitivité, vingtaine de milliards, toutes les baisses de charges existantes aujourd'hui, les baisses de charges qui s'appellent Fillon, Aubry, quand elle a créé l'écran de 5 heures, etc., on a baissé les charges des boîtes. Tout ça, aujourd'hui, ça pèse 40 milliards. Ça vaut 40 milliards. La question, c'est où est-ce qu'on met ces 40 milliards qui existent déjà ? Nous, notre choix, c'est de dire on veut le mettre plutôt sur les bas salaires. Parce que 95%, 80% pour être réel, 80% du chômage français est un chômage de non qualifiés. Donc si on veut lutter efficacement contre le chômage, on va mettre cet argent-là. Ça a une conséquence. Aujourd'hui, les baisses de charges que j'évoque, elles sont comprises grosso modo, c'est pas tout à fait vrai, entre 1 et 3 SMIC.
Donc on baisse le niveau de charge de 1 à 3 SMIC. Si vous dites je le consacre principalement au bas salaire, jusqu'à 1,8 SMIC, c'est-à-dire que vous enlevez de l'argent à certaines entreprises pour le filer à d'autres. C'est très compliqué à faire. Mais il faut de la cohérence par rapport à ça. Et donc il va falloir qu'on ait une multitude d'actions qui soient cohérentes. 3 préconisations ne changeraient rien au film. Très bien, merci beaucoup. C'est qu'on a pas mal manqué de cohérence entre les différents gouvernements qui se sont succédés. Ça fait plaisir d'entendre ces paroles. Très bien. On a parlé de la non-qualification des chômeurs, ce qui nous fait naturellement passer à une autre question qui est celle de l'éducation aujourd'hui, une question sociale. Alain Juppé, vous défendez le concept d'identité heureuse. Comment parvient-on à la mettre en place ? On a vu apparaître encore cet été une nouvelle polémique avec les questions d'identité par rapport au Burkini. C'est une question brûlante, on dirait qu'il n'y a jamais de fin. Comment mettons aujourd'hui l'identité heureuse en place ? Alors, l'identité heureuse, premier élément, c'est un objectif, c'est pas un constat. Aujourd'hui, on peut les uns et les autres percevoir que nous avons en France des fractures identitaires de plus en plus fortes. Une partie des Français qui, notamment pour des questions de paupérisation économique, rejettent de façon de plus en plus forte ce qui apparaît comme étranger, mais qui ne l'est pas. Pourquoi je dis apparaît comme étranger, mais qui ne l'est pas ? C'est qu'on confond très facilement les étrangers avec les musulmans. Je vous rappelle que sur les 5 millions de musulmans que nous avons en France, 3 millions d'entre eux sont français. Et donc ce sont nos compatriotes. Et donc vouloir exclure 3 millions de Français de la communauté nationale en disant grosso modo qu'ils ne sont pas intégrés, qu'ils nous posent un problème, je ne sais pas dans quel pays on va vivre. Si on commence à dire qu'on a un problème avec 3 millions de nos compatriotes, ça veut dire qu'on se prépare à des lendemains qui chantent assez peu. Et donc notre idée avec ce concept d'identité heureuse, c'est quoi ? Cet objectif que l'on fixe aux politiques publiques que nous voulons mener sur ce sujet-là, c'est de dire, en gros, qu'il faut réinventer le patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi ? C'est le bonheur, l'envie que peuvent avoir l'ensemble des membres d'une communauté à vivre sous le même drapeau. Là encore, on va essayer de prendre un exemple concret. Quand vous regardez les JO, vous avez souvent le même phénomène après une victoire. Le vainqueur, qui prend le drapeau français, qui le met sur ses épaules et qui fait la tournée du stade. Il peut être black, blanc, beurre, comme on dit, il a cette envie-là. Il a envie de montrer qu'il s'est battu pour un pays sous un drapeau et il est fier de chanter la Marseillaise. C'est ça, le bon patriotisme, à la différence du nationalisme, qui exclut l'autre. Ce que nous voulons, c'est que sur l'ensemble des éléments de vie quotidienne, on retrouve ce plaisir de vivre ensemble. Qu'on arrête de considérer que l'autre, parce qu'il a une autre religion, une autre couleur de peau, une autre sexualité ou une autre ce que vous voulez, qu'on arrête de le pointer du doigt en disant « lui, il n'est pas comme nous, donc on n'en veut plus ». Or, 30 ans de crise, 30 ans de chômage, ça provoque une chose, des jalousies, des volontés de trouver un bouc émissaire à mes propres problèmes. En général, le bouc émissaire d'extrême gauche, c'est le bourgeois, d'extrême droite, c'est l'étranger. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Si on ne répare pas ces fractures-là, si on ne va pas vers cet objectif d'identité heureuse que nous évoquons à l'occasion de cette campagne électorale, on va plus que jamais fracturer ce pays. Et en fracturant le pays, on va créer encore plus de communautarisme qui généreront donc encore plus de fractures. On ne va pas se raconter d'histoire ou essayer de ne pas le faire. Est-ce que nous avons réussi l'intégration en France ? Réponse, non. Pourquoi ? Nous sommes ici dans une école de commerce, TBS. Je vois sur ces bancs une diversité d'origines absolument extraordinaire. C'est évidemment une blague. Il y a zéro diversité. Bon. Par contre, si vous allez à Toulouse dans les bars et que vous regardez à Toulouse la couleur de peau de ceux qui sont dans les cuisines à faire la plonge, ou si le matin à TBS, vous regardez l'origine de ceux qui font le ménage à 6h du matin, vous allez voir le résultat. On n'a pas réussi l'intégration.
il y a toujours, globalement, et je suis caricatural, les bons petits blancs qui font des plutôt bonnes études et les autres qui font femmes de ménage. Et donc ça, tant qu'on ne réglera pas cette question-là, qui est une question réelle, lourdement liée aux questions de chômage, on ne réglera pas le débat que nous avons actuellement en France d'une partie de Français qui rejettent la communauté nationale. Tant que dans les quartiers en difficulté ou dits en difficulté, vous aurez 40% de chômage pour les jeunes de moins de 25 ans, quand la moyenne française est globalement à 20, ce qui veut dire que dans les beaux quartiers, on est plutôt sur un taux de chômage à 6 ou à 7. Tant que vous ne réglerez pas ça, vous ne réglerez pas les problèmes que nous vivons aujourd'hui d'une partie de la jeunesse qui, effectivement, ne se reconnaît plus dans le drapeau que j'évoquais tout à l'heure. C'est ça, me semble-t-il, le problème que nous devons résoudre. Et pour le résoudre, ce n'est pas en essayant d'appuyer là où ça fait mal qu'on y arrivera, mais plutôt en essayant de se fixer ce type d'objectif ambitieux, difficile, positif, peut-être mal compris parce que mal expliqué par nous, et c'est comme ça, me semble-t-il, qu'on y arrivera. Alors on voulait laisser 30 minutes pour que les gens puissent poser toutes leurs questions. Donc on va peut-être pas forcément aborder comme on le voulait la partie sur la campagne, les primaires. Je voulais juste finir sur une dernière question par rapport à ce que vous venez de dire. Donc apparemment l'identité heureuse, finalement, ça n'a aucun rapport avec les questions d'éducation. Ce serait plus une question économique, d'après ce que vous venez de... Non, mais l'identité heureuse, on ne l'a jamais présentée comme un sujet éducatif. On a vraiment été très mauvais en com si vous l'avez pris comme tel. Donc l'identité heureuse, pour nous, c'est en fait... l'identité heureuse vient d'un livre qui a été publié il y a 3 ans, 2 ans et demi, qui s'appelait « Les 12 travaux de l'opposition », où pour montrer que l'opposition était unie, on avait demandé à une douzaine de personnalités politiques d'écrire des textes pour qu'on ait dans le même bouquin Copé, Fillon, Bertrand, Juppé, etc. Bon. C'était pour essayer de nous rabibocher un peu après l'épisode Fillon-Copé, dont certains se souviennent peut-être. 2 mois avant ce bouquin-là, Alain Finkielkraut, un grand philosophe français, avait publié un texte qui s'appelait « L'identité malheureuse ». En réponse, on avait travaillé sur les questions de l'identité heureuse autour de Juppé. L'identité heureuse, c'est sur les questions identitaires, d'identité nationale, qu'on a voulu travailler. C'est pas une question scolaire. Une dernière question, alors, est-ce qu'il y aurait un pays modèle dans cette... C'est assez compliqué le pays modèle parce que les histoires identitaires sont très différentes. Très différentes. Se comparer avec l'Allemagne en la matière n'a aucun sens parce qu'on a une définition de ce qu'est l'identité nationale, de ce qu'est être allemand ou ce qu'est être français, qui n'a strictement rien à voir en philosophie politique. Donc c'est très compliqué à se comparer. Angleterre, États-Unis ou Canada, qui sont des pays dits communautaires, c'est pareil. Ils veulent exalter les différences communautaires. Donc on a des constructions de ce point de vue-là qui sont très différentes. Donc sincèrement, une comparaison au regard de ça serait probablement plus astucieuse. Merci pour vos réponses à nos questions. On va passer maintenant aux questions du public. On va faire passer les micros. Tenez, monsieur, si vous avez... On va lâcher. De toute façon, on parlera plus. Donc... Tiens, je te laisse. Tu veux annoncer maintenant ? J'annoncerai à la fin, je reste. Ça marche. Bonjour Monsieur Apparu, merci d'être ici parmi nous. Moi je voulais juste revenir sur une des premières questions qui était au sujet de l'éducation. Vous compariez donc votre volonté qui est tout à fait louable, c'est de faire donc des championnats nationaux et vous compariez donc un modèle, c'était donc Stanford. Il faut quand même rappeler qu'un cursus à Stanford c'est $300 000. Donc c'est aussi en partie de là qu'ils tirent leurs ressources et je suppose qu'en France c'est pas le but qu'on arrive à des cursus à ce prix-là. Donc quel est votre modèle aujourd'hui pour financer éventuellement un modèle sur le modèle de Stanford avec des budgets équivalents ? Alors, j'ai comparé tout à l'heure la capacité financière d'une université par rapport à une autre. Bon. Le modèle n'est pas celui de Stanford. Je ne dis pas, je me suis peut-être mal exprimé, que je veux un modèle équivalent à Stanford en France. Je veux des résultats équivalent à Stanford, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Nous n'aurons pas en France la capacité demain, et ce n'est pas souhaitable me semble-t-il, de dire en gros le cursus universitaire dans ces 10 universités-là c'est 300 000 balles. Ce n'est pas du tout le modèle, nous avons un modèle universaliste, on n'a pas un modèle sélectif
financièrement comme les États-Unis. Je fais une petit bémol par rapport à, non pas ce que je viens de dire, mais dans la perception qu'on a des États-Unis et de la France. PISA, je ne sais pas si ça vous parle, mais les enquêtes PISA sont des enquêtes internationales réalisées par l'OCDE pour comparer les systèmes éducatifs. Le système éducatif français est celui qui reproduit le plus les inégalités de naissance. Les Américains, ils ont beau être sélectifs, ultra payants, au moins ils font de la promotion sociale. Nous, non. Donc le modèle égalitariste gratuit, c'est peut-être contre-intuitif, mais le modèle égalitariste non sélectif gratuit produit de la reproduction des élites, alors que le modèle payant sélectif n'en produit pas, ou en tout cas beaucoup moins. Peut-être nous interroger par rapport à ça sur l'efficacité de notre système en termes d'ascenseur social. Il n'en demeure pas moins que l'idée est évidemment pas de mettre 300 000 balles du côté de Stanford. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, je vais être caricatural, mais c'est quasiment ça, notre système d'enseignement supérieur met exactement les mêmes moyens pour chaque étudiant. En tout cas, dans l'université. C'est pas la même chose en IUT, parce qu'on en met beaucoup plus. C'est pas la même chose dans les grandes écoles, parce qu'on en met beaucoup plus, de fait de la participation plus importante des étudiants au financement des études. Le problème financier français est d'une autre nature. Quand vous regardez les enquêtes PISA dont je parle, et que vous regardez les systèmes qui fonctionnent le mieux sur le plan éducatif, qui produisent les meilleurs résultats à tous les niveaux de la scolarité, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, ils ont en règle générale ce qu'on appelle un financement avec une courbe en N, une courbe en U, pardonnez-moi. La courbe en U signifie quoi? Qu'on met beaucoup d'argent sur ce qu'on appelle les pré-apprentissages, beaucoup d'argent dans l'enseignement supérieur, et peu entre les deux. En gros, pour nous, le collège-lycée. La France est un modèle financier complètement inversé. On met très peu d'argent sur les pré-apprentissages, très peu d'argent dans le supérieur, beaucoup d'argent au collège et au lycée. Il faut regarder les ratios. Quand vous prenez l'équivalent d'une maternelle, en moyenne au CDE, je ne parle même pas des meilleurs cette fois-ci, hein, en moyenne au CDE. En moyenne au CDE, en maternelle, c'est 14 élèves par classe. En France, on est à 24. C'est l'inverse complet au niveau du collège et du lycée. Et dans le supérieur, on met beaucoup moins d'argent. C'est le modèle financier de l'ensemble du système éducatif qu'il faut changer. Et de ce point de vue-là, notre proposition, c'est de se dire en gros que nous remettre le paquet sur 4 années, que sont les 3 années de pré-apprentissage en maternelle, et le CP. On veut mettre un paquet de pognon là-dessus. Pourquoi? Parce que tout se joue au début de la scolarité. Un chiffre à retenir, à 4 ans, la différence de mots de vocabulaire connus par un gamin s'étalonne de 1000 à 3000. En fonction de l'origine familiale, certains gamins ont 1000 mots de vocabulaire en bagage, d'autres 3000. Cette différence, on ne la récupère jamais. Le système éducatif ne sait pas la récupérer. Donc nous, on dit c'est là qu'il faut mettre le paquet, sur ces 4 années-là, pour effectivement essayer de gommer ces différences. Deuxième élément, nous considérons effectivement que le collège et le lycée français sont surdotés financièrement. On a 12% de temps de travail lycéen supérieur par rapport à la moyenne OCDE que j'évoquais tout à l'heure. Les lycéens français sont surchargés de cours par rapport aux autres. Si vous faites 12% d'économie, c'est gigantesque. Deuxième élément, pourquoi est-ce qu'on a en fait une différence gigantesque entre le primaire et le collège-lycée? C'est une question de temps de travail, qui se résume de façon mathématiquement très simple. Une classe en primaire, on va dire que c'est 30 élèves. Un prof en primaire, il fait 26 heures. Donc pour tenir 30 élèves pendant 1 an, il vous faut un prof. Collège-lycée, c'est différent. Le temps de travail du prof, c'est de 15 à 18 heures. Et le temps de travail élève, c'est plutôt autour de 32. Donc il vous faut 2 profs pour tenir une classe toute une année. Le modèle, il est plombé à cause de ça. Bah, tout simplement. Il est plombé à cause de ça. Parce qu'effectivement, du coup, on doit mettre 2 fois plus de profs pour tenir 30 élèves, donc ça coûte 2 fois plus cher. Donc l'investissement que l'on fait par élève est beaucoup plus important en collège-lycée qu'en primaire. Il faut faire l'inverse. Pour changer ça, il vous faut 10 ans. Et c'est en changeant la structure du financement
qu'on arrivera à avoir une capacité financière pour l'enseignement supérieur beaucoup plus élevée. Ça mettra 10 ans au bas mot à se faire. Voilà le modèle, de façon un peu macro, qu'on présente là-dessus. Bonsoir. Là. Alors, Monsieur Juppé a été condamné à 14 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Donc, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui a déjà été condamné lors de l'exercice de ses fonctions puisse se représenter à des élections? Enfin, une question cash. Alors, c'est une vraie question, quasi, je n'allais pas dire philosophique, mais quasiment. En gros, dans le système judiciaire français, on considère que quelqu'un qui a payé sa peine, il a remboursé, entre guillemets, sa dette. Et donc, il a le droit à une deuxième vie. Moi, il y a un truc très simple, de mon point de vue. Il faut qu'on arrête d'avoir des privilèges pour les politiques. C'est une évidence. Et nous en avons encore. Et il faut que les politiques soient traités comme tout le monde. Ni plus, ni moins. Deuxième élément, ce sont les Français qui répondront à votre question. S'ils veulent de lui, ils le prendront. S'ils veulent pas de lui, ils le prendront pas. Ça s'appelle la démocratie. C'est eux qui trancheront ça. Enfin, troisième élément, pour revenir quand même sur le fond de l'histoire. Sur le fond de l'histoire, il y a deux éléments à avoir en tête. Un, le jugement a très clairement dit une chose, il n'y a aucun enrichissement personnel. C'est du financement de partis politiques, c'est pas beaucoup mieux, mais c'est pas pour sa poche. Ça fait une petite nuance pas complètement insignifiante, de mon point de vue, sur le plan moral. Deux, l'histoire a retenu qu'il a pris ses responsabilités et payé pour un autre. Moi, j'attends d'un chef qui prenne ses responsabilités et qui les assume. J'attends pas d'un chef qui dise « c'est pas moi, c'est l'autre ». Et dans un certain nombre d'affaires aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire « c'est pas moi, c'est l'autre ». Un chef, il a signé, il assume ses responsabilités. C'est ce qui s'est passé. Il était numéro 2 d'un parti politique. Il y avait un numéro 1, c'est le numéro 2, qui est allé en tôle. En l'occurrence, pas le cas, puisqu'il a été condamné sans prison, bien évidemment. Mais pour moi, le vrai sujet, il n'est pas tout à fait là. Le vrai sujet, c'est le deuxième élément que j'évoquais. Vous déciderez si vous le voulez ou pas. Si vous n'en voulez pas, eh ben vous choisissez un autre. Et là, l'avantage avec les primaires, c'est que vous avez le choix. Vous en avez 7. Donc vous en avez 6 autres. S'il vous plaît, malgré ça, ben vous y allez. S'il vous plaît pas, vous n'y allez pas et vous votez pour un autre. C'est votre problème. C'est votre choix. C'est juste la démocratie. Bonjour Monsieur Apparu. Alors vous nous avez rappelé que pour qu'une politique soit efficace, il faut que ça soit vu sur le long terme, un horizon 5, 10, voire 15 ans. Pourtant, depuis qu'on est passé au quinquennat, on est à 5 ans. Ça a réduit le temps et on est plutôt donc pour agir sur 2 mandats. Et dans les médias, Alain Juppé a rappelé plusieurs fois qu'il ne ferait sûrement qu'un seul mandat. Et donc comment on peut réformer la France en ayant un horizon à 10, voire 15 ans, avec un seul mandat, 5 ans seulement? Merci. Ça peut apparaître comme une contradiction, mais je ne le crois pas. Et je vais essayer de vous répondre. Pourquoi cette idée de mandat unique? Cette idée de mandat unique, c'est d'avoir un président désintéressé pour lui-même. On voit avec François Hollande, on l'a vu hier avec Nicolas Sarkozy et avant-hier avec Jacques Chirac, quelqu'un qui rentre à l'Élysée, une fois qu'il est rentré à l'Élysée le premier jour, il n'a qu'une idée en tête, il restait 50 plus. Et quand vous gouvernez pendant 5 ans, en prenant des positions intéressantes peut-être pour le pays, mais en partie intéressantes pour votre propre réélection, ça pose un problème. Quand vous avez un François Hollande qui, depuis le départ, lie son destin au chômage, ça veut dire qu'il va tout faire pour effectivement réduire le chômage à court terme. Exemple concret, les 500 000 formations et un paquet de pognon qui se compte à 3 milliards d'euros pour ce qu'on appelle les emplois aidés, qui sont des emplois de 18 mois. Bon. Et donc on investit massivement 3 milliards d'euros, non pas pour créer de l'emploi pérenne, mais pour pouvoir réduire le nombre de chômeurs avant l'élection. Ça, c'est une politique purement court-termiste.
quand vous êtes désintéressé pour vous-même, c'est-à-dire quand vous ne vous représentez pas le coup d'après, les décisions que vous prenez peuvent produire leurs effets dans 10 ans, dans 15 ans. Pas tout de suite. Mais ce n'est pas votre problème parce que justement, la courbe immédiate du chômage n'est pas forcément votre horizon immédiat. Et donc justement, c'est parce qu'il y a une durée de mandat qui sera volontairement courte, ou plutôt parce qu'il n'y aura pas de réélection, qu'on va pouvoir travailler sur du long terme et non pas prendre des décisions uniquement pour qu'elles produisent des résultats dans les 5 années pour que je puisse me représenter et regagner. C'est ça l'équation qu'on propose. Bonjour, monsieur Apparu. Ici. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'idée de l'identité heureuse. Parce que ça, c'est quelque chose qui me porte vraiment à cœur, parce que je suis moi-même réserviste dans l'armée de terre. Et du coup, Et puis, vu votre accent, les questions d'identité, ça vous parle. C'est tout à fait. Je suis toulousain. Et donc, mes deux petites questions liées à ça, c'était tout d'abord, il y a quelque chose qui va bientôt arriver en France, c'est ce qu'on appelle les revenants. C'est ceux qui reviennent de Syrie. Et en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de discussions autour du statut juridique qu'ils vont avoir. Et je voulais savoir ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez tout simplement leur donner une gentille fiche S pour qu'ils soient surveillés ? Ou est-ce que vous allez faire quelque chose d'autre ? Et ma deuxième question, c'était ce que François Hollande a créé à la suite des attentats, c'est-à-dire la garde nationale, qui moi, en tant que réserviste, je prends ça très sincèrement comme une blague, parce que c'est un petit patch, je suis réserviste, hein, il faut le dire. Et donc voilà, c'était tout simplement pour avoir vos opinions sur ces deux questions. Alors, au-delà de la question de l'accent, je vais faire, avant de répondre à votre question, un point complémentaire par rapport à l'identité heureuse. Allez expliquer que quand on devient français, nos ancêtres deviennent les Gaulois. Je serais curieux de savoir comment en Polynésie française, à La Réunion, en Bretagne ou en Martinique, on a pris ça. À mon avis, pas très bien. L'histoire nationale française, c'est justement l'exact inverse. L'histoire nationale française, c'est de se dire que quelqu'un qui est né en Hongrie, quelqu'un qui est né en Martinique, quelqu'un qui est né en France, que ce soit en Bretagne ou au Pays Basque, c'est justement parce qu'on partage tous des valeurs communes qu'on se retrouve dans une identité commune. Mais cette identité commune, elle n'est pas unique. Cette identité commune ne fait pas oublier aux uns et aux autres son identité d'origine, que son identité d'origine soit très différente. C'est le cas évidemment d'un Martiniquais par rapport à un Réunionnais, et pourtant le Réunionnais comme le Martiniquais sont français. Donc ça, c'est vraiment un élément central pour nous, parce qu'expliquer aux Guadeloupéens, expliquer aux Polynésiens qu'effectivement, grosso modo, ils ne sont pas tout à fait français comme les autres, c'est pas comme ça qu'on va réussir à ressouder, entre guillemets, la société et régler nos problèmes identitaires. Bon, premier élément. Je reviens à vos deux questions, notamment sur les revenants. Les revenants, il faut avoir en tête qu'ils sont pénalisables en tant que tels. Le fait d'avoir été en Syrie est pénalisable en tant que tel. C'est un peu compliqué à le faire, mais il y a en gros ce qu'on appelle une incrimination quand on est en relation avec ce qu'on appelle une entreprise terroriste à titre collectif ou à titre individuel. Et donc le fait d'avoir été en Syrie est à peu près suffisant pour qu'un tribunal puisse prononcer une condamnation sur la personne qui revient de Syrie. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est ce qu'on va appeler la tentative. Celui qui a essayé, mais qui n'a pas réussi à rentrer. Le type qui est arrivé en Turquie, qui voulait rentrer en Syrie, mais qui est refoulé par les Turcs, et qui revient en France. La tentative, c'est beaucoup plus compliqué. Raison pour laquelle nous avons, pour ce qui nous concerne, préconisé de créer un nouveau délit lié justement au fait de faire un déplacement sur un lieu terroriste avec une velléité évidemment terroriste. Et à ce moment-là, on peut toper sur le plan judiciaire, et je vais revenir à cette différence, celui qui a fait la tentative comme celui qui revient. Mais on est bien sur un plan judiciaire. On n'est pas sur l'internement administratif des fichiers S, comme c'est proposé par certains. Toute la différence, c'est qu'un juge indépendant du pouvoir politique
décide si la personne a commis un crime ou pas. L'incrimination existe, ça c'est la loi, et le boulot des juges, c'est de dire oui ou non, il correspond au cas de figure prévu par la loi. Ça, c'est ce que nous proposons. Il y a ensuite une question un peu plus complexe, si on va au bout du raisonnement. C'est que nous avons des individus qui sont connus comme dangereux, sans pour autant avoir fait la tentative de djihad. Eux, à ce stade, on peut faire sur le plan du droit ce qu'on appelle dans le cadre de l'état d'urgence, de l'assignation à résidence. C'est-à-dire qu'il est obligé de rester chez lui. Enfin, il n'y a pas un flic devant la maison pour vérifier si c'est le cas ou pas. Tout le débat, qui est très complexe, c'est le débat de savoir si on doit les mettre en rétention administrative ou pas. En gros, est-ce que sur décision du préfet, non pas du juge, mais du préfet, on les met dans l'équivalent d'une prison? Nous sommes très réfractaires par rapport à ça. Tout simplement parce que, comme on dit, dans un état de droit, on ne met pas en prison quelqu'un parce qu'il est possiblement susceptible de commettre un acte délictuel. Si on fait l'inverse et qu'on met les fichiers S dans une rétention administrative quelconque, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'on va nous dire mais on ne le met pas longtemps. C'est la proposition qui est faite. De les mettre 1 mois en rétention administrative. D'accord, mais au bout d'un mois, il se passe quoi? On va s'imaginer que le type, au bout d'un mois, parce qu'il aura passé 1 mois dans une rétention administrative, il sera devenu gentil comme une oie? Et évidemment, non. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, on nous dit, oui, mais au bout d'un mois, on examine de nouveau le dossier. Bon. Et donc, si au bout d'un mois, il est considéré comme dangereux, on continue. Et on continue combien de temps sans l'intervention d'un juge? Ce n'est pas possible. Et donc, si l'individu est dangereux, nous proposons d'appliquer le même type de procédure que ce qu'on appelle l'internement psychiatrique. Vous savez peut-être qu'en France, sur décision du maire ou du préfet, nous pouvons interner quelqu'un. S'il est considéré comme dangereux parce que psychiatriquement atteint, on peut le mettre en internement administratif. Mais il y a intervention d'un juge qui valide la procédure au bout de 12 jours. Au bout de 12 jours maxi, le juge dit « OK, on maintient » ou « on ne maintient pas ». Donc c'est bien l'autorité judiciaire qui prend la décision et pas l'autorité administrative, donc politique, qui prend la décision. On propose d'avoir une procédure similaire, c'est-à-dire quand il n'y a pas de délit caractérisé, et donc le juge ne peut pas mettre en prison, qu'on a une suspicion caractérisée d'un état dangereux, on peut mettre la personne en internement administratif, mais avec un contrôle judiciaire très rapide, au bout de 12 jours, pour valider ou pas la procédure. C'est ça la préconisation que nous avons. Concernant la garde nationale, je suis comme vous à considérer que c'est pour partie une grosse blague. En fait, tout dépend de ce qu'on met dedans. Il n'en demeure pas moins qu'on a un vrai sujet, qui est un sujet purement opérationnel. Aujourd'hui, la Cour des comptes a estimé, dans un rapport qu'elle a rendu il n'y a pas très longtemps, que dans le temps de travail effectif d'un policier, on avait 60% du temps en procédure, 40%, comme on dit, sur le terrain, en enquête ou en arrestation. 60-40. Vous pouvez avoir 100 000 policiers. Si vous en avez grosso modo 60 000 qui font de la procédure, 40 000 qui sont sur le terrain, ça pose un problème. Donc vous pouvez soit recruter 300 000 policiers de plus, ça va vous coûter une blinde, soit effectivement assouplir la procédure, ou utiliser des réservistes pour faire la procédure à la place de ceux que du coup on enverra sur le terrain. Donc c'est ce type d'articulation-là qui nous intéresse. Utiliser les réservistes, utiliser dans la garde nationale quelconque, peu importe son nom, on s'en fout, les réservistes ou les retraités, pour leur faire faire ce type de boulot-là. Voilà, nous, la préconisation que nous avons par rapport à ça. On va prendre cette question et ensuite une dernière et on va vous libérer. Bonsoir. Alors, je voulais parler au nom des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui sont dans la salle. Je voulais savoir, de nombreux entrepreneurs cherchent à quitter la France aujourd'hui pour de nombreuses raisons, dont 2 principales, à mon avis, qui sont la lourdeur fiscale et administrative, d'une part, et d'autre part, le fait que l'entrepreneur soit généralement moins protégé que ses propres salariés. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous proposez par rapport à ce problème-là?
je ne vais pas du tout prendre la question comme vous l'avez posée. Parce que là, vous posez votre question, pardonnez-moi de vous le dire, de façon typiquement française. Comment j'évite que les jeunes et les entrepreneurs partent à l'étranger? Que les jeunes partent trouver un premier boulot en Australie ou en Canada, génial. Que des jeunes entrepreneurs français partent en Australie, au Canada, aux États-Unis pour créer leur boîte, génial. Mon problème, c'est pas celui-là. Mon problème, c'est que les jeunes Québécois, Australiens ou Américains n'aient pas envie de venir en France pour faire la même chose. Il ne faut surtout pas essayer de limiter cette évasion-là. Si on limite cette évasion-là, c'est qu'on n'a rien compris à la mondialisation. Et qu'on est encore dans la volonté d'un système français qui veut protéger son existant. C'est le même type de raisonnement que ceux qui vont vous dire Airbnb, Uber et autres, il faut interdire parce que ça met en péril les emplois existants. On peut passer à côté de la mondialisation, à côté de l'ubérisation, on fera une bêtise économique gigantesque. Par contre, ce qu'il faut, c'est créer les conditions en France pour que l'attractivité soit en sens retour aussi. Là encore, qu'on ait 100 000 jeunes qui partent à l'étranger, j'ai aucun problème. À la condition des 150 000 Australiens qui veulent venir en France. Et là, par contre, on a un pépin. On a un pépin parce qu'effectivement, le système administratif, fiscal français est un repoussoir absolu pour tout jeune qui a envie de créer sa boîte ici, qu'il soit français ou australien. Et donc, on a besoin de plusieurs choses. Et je vais la faire de façon très courte parce que ce serait très long à vous répondre sur l'ensemble de ce que, de notre point de vue, il faut faire et qu'il faut proposer. Et qu'on propose, pardon. Il y a une question de complexité administrative. Il faut que le maître mot de la relation entre l'administration et les citoyens soit le maître mot de la confiance. On considère par principe qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, est un fraudeur en puissance. Et donc on contrôle tout pour être sûr qu'il n'y ait pas de bêtises. Tant qu'on continuera sur ce registre-là à refuser la prise de responsabilité, avec un maximum de contrôle sur tout, on se plantera. Premier élément. Deuxième élément, on a une fiscalité totalement dissuasive. Mais si la fiscalité est dissuasive, je reviens sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a trop d'impôts. Si on a beaucoup d'impôts, c'est qu'on a beaucoup de dépenses. Donc il faut réduire la dépense pour pouvoir réduire les impôts, pas l'inverse. Deuxième élément. Troisième élément, on a une tendance en France à vouloir tout changer toutes les 5 minutes. Quand vous avez un ministre de l'économie et des finances qui change à peu près tous les ans en France depuis 4 ans, vous n'avez aucune stabilité juridique et politique. On a besoin, le monde des affaires a besoin de stabilité. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de prévisibilité. Il a besoin de savoir à quelle sauce fiscale il sera mangé dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 8 ans. Si on n'offre pas cette pérennité, cette stabilité-là, on se plantera. Et donc la préconisation qu'on fait par rapport à ça, c'est de se dire qu'il faut une loi fiscale en début de mandat qui fixe toutes les règles fiscales pour 5 ans. Baisse comme hausse d'impôt si on en décide, mais pendant 5 ans pour avoir une visibilité sur les choses. Donc voilà les 3 têtes de chapitre. On pourrait rentrer dans le détail de chacune d'elles, parce que là je n'ai fait qu'énoncer les têtes de chapitre. Il faut rentrer dans le détail pour savoir si c'est pertinent ou pas pertinent. Et là il me faut une bonne demi-heure pour vous le faire. Merci. Bonsoir Monsieur Apparu. Merci. Plusieurs cabinets de consulting ont annoncé l'année dernière qu'environ 20 millions d'emplois seront détruits d'ici 5 à 8 ans et que ces emplois vont concerner également des emplois qu'on qualifie aujourd'hui de qualifiés. Je voulais savoir qu'est-ce que Alain Juppé et vous proposez-vous concrètement face à cette évolution qu'on considère comme une 3e révolution industrielle? Alors, c'est une 3e révolution industrielle qui a surtout un élément majeur, c'est qu'elle est d'une excessive rapidité. Des révolutions industrielles qui ont détruit des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois, on en a connu. Tout le monde connaît l'histoire du maréchal Ferrand qui a été remplacé par la bagnole, et donc par ceux qui produisaient des bagnoles. Simplement, ces évolutions-là se faisaient en 50 ans. Donc celui qui était maréchal Ferrand, grosso modo, il pouvait rester maréchal Ferrand toute sa vie. Il n'avait pas, lui, à subir une rupture. Là, dans l'évolution dont on parle, l'excessive rapidité de la rupture industrielle fait qu'une personne devra obligatoirement changer de boulot pendant 2 ou 3 ans, pendant 2 ou 3 fois dans sa vie. Et encore 2 ou 3 fois, j'en sais rien, ce sera probablement beaucoup plus.
La deuxième difficulté, c'est que nous n'avons aucune prévisibilité. Aucune. Je vous rappelle que, on l'évoquait tout à l'heure, j'ai 47 ans. Quand j'ai commencé à bosser, il n'y avait pas d'ordinateur sur les bureaux. Quand j'ai commencé à bosser, ça n'existait même pas. Même pas. Et donc, vous ne pouvez pas, vous, dans votre génération, qui avez vécu complètement avec ça, imaginer ce que ça représente comme gigantesque évolution. Autrement dit, nous ne savons pas aujourd'hui ce qu'il en sera dans 10 ans. Nous ne savons pas aujourd'hui quelles seront les technologies qui seront utilisées dans 10 ans. Et donc, il y a toute une série de ruptures qui ne sont pas prévisibles. Les conséquences, nous semble-t-il, c'est quoi? Elles sont de plusieurs registres. Un, il nous faut évidemment avoir un système éducatif qui arrête de considérer qu'une carrière professionnelle se décide à 20 ans. Aujourd'hui, dans le modèle français, vous faites une grande école, un bac plus 5 universitaire ou ce que vous voulez, vous avez un niveau de 4 sup. Vous rentrez dans un cheminement et vous y restez très longtemps. C'est le modèle qu'on a vaguement tous en tête. Ce modèle-là est évidemment mort, mais ça signifie que pour adapter la société au nouveau modèle, il faut qu'on ait une capacité d'aller-retour, formation, emploi, très forte. Et donc que la capacité que vous aurez, vous et les générations suivantes, à retourner sur les bancs scolaires, pour effectivement vous adapter par rapport à toute une série de nouvelles techniques et de technologies, est absolument indispensable. Il y a un sujet numéro 1 par rapport à ça. On a un deuxième sujet qui est le modèle de construction de la sécurité sociale français, qui est un modèle linéaire, construit pour quelqu'un qui bosse pendant 40 ans sans quasi-interruption. Une interruption de 3-4 ans de chômage pendant les 40 ans, on sait faire. Aujourd'hui, le modèle 45 n'est pas du tout, mais alors pas du tout adapté aux multiples ruptures qu'on va connaître. Et le modèle de sécurité sociale devra garantir les moments de formation que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, on a une rupture totale à avoir par rapport au niveau de formation. Troisième élément, il faut surtout éviter la tentation naturelle française, qui est la tentation Alstom. Pourquoi je dis la tentation Alstom? La tentation Alstom, c'est quoi? Nous avons une usine aujourd'hui qui, depuis 10 ans, n'a pas eu de commande liée à son métier, fabriquer des locomotives. Depuis 10 ans, pas une commande. Et on va maintenir, par perfusion, des 500 millions d'euros de commandes promis par l'État avec les STGV, on va maintenir sous perfusion, plutôt qu'utiliser le même argent pour reconvertir les personnels en question. Et donc on est là encore dans un système qui veut tout protéger, et qui veut protéger celui qui est dans l'emploi, plutôt qu'arriver à avoir un système qui accompagne le changement statutaire. C'est ça l'enjeu déterminant, qui est un enjeu beaucoup plus culturel que technique. Ce n'est pas un enjeu de loi, c'est un enjeu de mentalité. En gros, arrêtez d'avoir la trouille de ce qui se passe demain matin. C'est ça la clé, me semble-t-il, du schéma de la réponse au point que vous évoquez, parce que tant qu'on sera dans ces systèmes de perfusion de l'existant pour éviter qu'il ne disparaisse, on se plantera. Anecdotiquement, vous n'étiez pas né, et moi j'étais encore un tout bébé, mais dans les années 80, on a eu le même type de débat autour de ce qu'on a appelé à l'époque la robotisation. Et il y a eu un deal entre les syndicats français, le patronat français et l'État français pour limiter le nombre de robots dans les usines françaises. Pourquoi? Parce que les robots, c'était évidemment l'ennemi de l'emploi. Ça allait piquer du boulot aux Français. Donc on a limité le nombre de robots en France. Ben, le résultat, c'est qu'on a perdu toute l'industrie. On n'a pas eu les robots, mais on a quand même paumé l'emploi. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie italienne est plus puissante en point de PIB ou en point de salariés que l'industrie française. L'industrie allemande, évidemment, plus encore. Il y a 5 fois plus de robots en Allemagne, 3 fois plus de robots en Italie qu'en France. Si on fait la même erreur en s'imaginant que l'ubérisation, entre guillemets, quel que soit le terme qu'on met derrière, on va pouvoir la contrer, la limiter
essayer de la cadrer pour éviter qu'elle ne détruise de l'emploi. On se plante complètement. On n'aura ni la création d'emplois de ces nouvelles activités, mais on plantera quand même nos emplois existants. Merci, monsieur Apparu. Alors, avant que vous partiez, je voulais tous vous remercier d'être venus aussi nombreux ce soir pour notre première conférence. Je voulais aussi remercier Pierre Espeglas d'être présent avec ses invités. Je voulais tout particulièrement remercier Hugo et Sébastien pour ce magnifique édito et ses questions, parce qu'ils ont mis beaucoup de cœur. Donc applaudissez-les. Et je tiens à souligner aussi que c'était le premier édito pour Hugo. Et enfin, je voulais vous remercier, vous, monsieur Apparu, d'être venu nous rendre visite et d'avoir passé 1h30 avec nous. Merci beaucoup.